Dans le monde de clair-obscur, certains humains portent en eux une étincelle que les autres n'ont pas. Le pouvoir de peindre des mondes. Je vous le donne en mille, on les appelle les peintres. Quand ils créent une œuvre, ce n'est pas seulement de l'encre ou de la peinture qui s'étale sur la toile. C'est l'usage même de la chroma, une énergie magique qui permet à ces tableaux de devenir de véritables mondes habités. Ces mondes s'appellent des toiles, et à l'intérieur, les créations des peintres peuvent développer une conscience, des émotions, des souvenirs, en somme une vie tout entière. Les peintres peuvent aussi projeter leur propre conscience dans ces toiles, quittant leur corps inerte dans le monde réel pour venir marcher parmi leurs créations. Un peu comme des dieux à visage humain finalement. Mais il y a un détail très important. Là-bas, le temps se dilate. Des jours, des années peuvent s'écouler dans une toile alors que dans le monde réel, il ne se passe presque rien. Mais ce miracle, il a bien un prix, et il n'est pas des moindres. Rester trop longtemps dans une toile ronge littéralement l'âme du peintre, ainsi que son corps, et très souvent, le résultat final, c'est juste la mort. Ainsi, chaque monde peint laisse derrière lui un fragment de celui ou celle qu'il a créé. Poétiquement, les peintres ne signent pas leurs œuvres avec leur nom, mais avec des morceaux de leur âme. Dans cet univers, deux plans de réalité se répondent. Le monde réel, qui n'est autre qu'une France alternative de la fin du 19e siècle, et le monde peint de Verso, une toile qui va devenir le théâtre d'une tragédie étalée sur des décennies monolithes. Bon, histoire qu'on soit tous bien d'accord, dans la vidéo, quand je parle d'années monolithes, je parle bel et bien du décompte à partir de 100 pour arriver jusqu'à 0. Quelque part dans le monde réel, à une date qui nous échappe, deux peintres se rencontrent, s'aiment et décident de lier leur vie. Aline et Renoir Descendre. Ensemble, ils forment un couple d'artistes, mais aussi une sorte de petite dynastie magique. Ils peignent littéralement des toiles à quatre mains, remplissant d'univers entiers les murs de leur manoir, comme d'autres rempliraient des albums de famille. De leur union naissent trois enfants, Cléa, Verso et Alicia. Tous trois héritent du pouvoir de peintre, mais pas de la même manière. Cléa est la plus talentueuse, celle dont le chroma semble couler avec la plus grande facilité. Verso, lui, s'y intéresse au début, mais découvre bientôt une toute autre passion, qui n'est autre que la musique. Et Alicia, plus discrète, se retrouve au cœur d'événements qui la dépassent clairement. Comme nous l'avons vu précédemment, Aline n'est pas seulement une mère, elle est une peintre, et on dit d'elle qu'elle est à la tête du conseil des peintres. Sa puissance n'est pas qu'une rumeur, même Renoir reconnaît que c'est elle qui lui a appris à maîtriser ses pouvoirs avec responsabilité. De la main du Verso enfant, accompagné de sa sœur Cléa, est née une toile foisonnante de créatures fantastiques. Ce monde est devenu leur terrain de jeu, leur refuge, leur royaume imaginaire. Les gestrales, Esquier qui n'est autre qu'un jouet de Verso, François probablement issu du pinceau de Cléa, et des représentations gestrales de leurs chiens, Monoko et Noko. La famille entière y entre souvent. Renoir et Aline ne sont pas seulement des parents, mais bien des créateurs qui traversent la frontière entre le monde réel et le monde peint, pour partager des après-midi entiers avec leurs enfants dans un univers fabriqué de leurs propres mains. Et puis comme on l'a vu, Verso grandit. Peu à peu, il laisse tomber les pinceaux pour les touches d'ivoire du piano. Son chroma ne coule plus sur des toiles mais se transforme en musique. Sa passion pour la peinture s'éteint, remplacée par une autre forme d'expression. Toutefois, la toile qu'il a créée, elle reste bel et bien. Et c'est là que plus tard, tout va se jouer. Dans le monde réel, le 33 décembre 1905 pour être plus précis, une date qui sonne déjà comme une anomalie funeste. Le manoir des Descendres prendra feu. Il est dit que le feu a démarré parce qu'Alicia a été trompée par un groupe appelé les écrivains qui semble s'opposer aux peintres. Les détails sur les écrivains et leur pouvoir ne sont pas donnés, mais d'après la façon dont ils sont décrits, ce sont probablement des personnes qui possèdent des pouvoirs similaires aux peintres. Sauf qu'au lieu de peindre leurs créations, ils les écrivent pour les faire exister. On ignore si ces individus sont rares ou s'ils ne représentent qu'une avant-garde d'un monde peuplé d'individus capables de modeler le réel. Ce qui s'est passé cette nuit-là entre Alicia et les écrivains n'est jamais raconté en détail, on ne nous donne que les ruines, pas l'explosion. On sait seulement ceci, Verso se sacrifie pour sauver sa petite sœur. Mais elle est également grièvement blessée, elle subit des brûlures au visage, perd son œil droit et sa capacité à parler. La mort de Verso affecte profondément la famille Descendre. Aline, accablée de chagrin, devient plus distante envers Renoir et commence à nourrir du ressentiment envers Alicia. Aline ne supporte définitivement pas la douleur d'avoir perdu son fils. Mais une toile existe encore, celle de Verso. Et dans cette toile, un fragment de son âme subsiste.
matérialisée par le petit garçon sans visage qui traverse le jeu comme une apparition hantée. Aline ne supporte pas l'idée d'un monde où Verso est définitivement absent, alors elle prend une décision qui va bouleverser tout ce qui suit. Elle entre dans la toile de Verso et décide de ne plus vraiment en sortir. Une fois à l'intérieur, elle peint une copie de Paris qu'elle appelle Lumière, ainsi que des copies peintes de sa famille et de nouveaux humains pour peupler la ville qu'elle a créée. Plus précisément, elle peint cette version d'Alicia avec les mêmes cicatrices que celles causées par l'incendie, car elle tient Alicia pour responsable de la mort de Verso dans le monde réel. Aline et sa famille peinte vivent à Lumière pendant un certain temps. Je devrais également mentionner que même si le moment exact n'est pas précisé entre les événements actuels et l'expédition Zéro, Cléa Peinte développe une relation amoureuse avec un homme nommé Simon. De son côté, Verso Peint se rapproche d'une fille nommée Julie. Leur relation n'est jamais clairement définie, mais il est sous-entendu que même s'ils n'étaient pas officiellement en couple, Verso Peint éprouvait au moins des sentiments pour Julie. Aline vit dans la toile pendant un certain temps, ce qui commence à affecter sa santé. Mais elle refuse obstinément de partir. Constatant qu'elle finira par mourir si elle ne quitte pas la toile, Renoir décide d'entrer lui aussi dans la toile pour la faire sortir de force, puis d'effacer la toile afin qu'Aline ne puisse plus jamais y retourner. Renoir entre donc et tente de forcer Aline à quitter la toile, ce qui inclut la création des actions pour l'aider. Ce sont de gigantesques êtres contenant une grande quantité de chroma, et représentant sa famille. Leur conflit entraîne la fracture sur le continent de la toile. Lumière est scindée en deux, une partie formant une île séparée du reste du continent. Cet événement sera plus tard appelé la fracture, et la partie de lumière restée sur le continent sera connue sous le nom de Vieille Lumière. C'est également à ce moment que le monolithe est créé, et que le temps à l'intérieur de la toile commence à être mesuré en années monolithes. Ce conflit se termine donc avec l'emprisonnement d'Aline au sommet du dit monolithe où elle devient la peintresse, et celui de Renoir au-dessous du monolithe, où il devient le conservateur. Une barrière se forme autour du monolithe et efface instantanément tout être qui tente de la traverser. Les Descendres Peint ignorent la vérité sur ces événements, et pensent simplement qu'Aline a disparu après la fracture du monde réel. Cléa de son côté veut que ses deux parents sortent de la toile car elle souhaite se venger des écrivains responsables de la mort de Verso et naturellement souhaite leur aide. Elle entre ainsi dans la toile de Verso peu après Renoir. Comme Aline est la peintre la plus puissante, Cléa décide d'aider Renoir en créant des êtres appelés les Névrons, pour tuer les créations humaines d'Aline dans la toile. Lorsqu'un Névron tue un humain, il emprisonne son chroma dans son corps, au lieu qu'il puisse retourner directement vers Aline. Alors que les pouvoirs d'Aline diminuent peu à peu, Renoir utilise ses propres pouvoirs pour effacer ses créations les plus anciennes dans la toile, en commençant par celles qui ont 100 ans ou plus. Incapable d'arrêter ce massacre, Aline utilise l'avatar de la peintresse pour peindre un ombre sur le monolithe afin d'avertir ses créations de leur effacement imminent. Chaque année, cet événement annuel durant lequel les personnes ayant l'âge inscrit sur le monolithe ou plus sont effacées. Et c'est ainsi qu'est né le triste rituel du gommage. Dans là-haut sera ravi, les toits à sœur noir gris fera, clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle, clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Ô clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, courera effet. Les accents créés par Renoir, désormais privés de leur créateur, s'installent chacun dans une région différente du continent. Les habitants de Lumière ne comprennent pas la véritable nature de ce qui se passe, supposant à tort que c'est la peintresse qui provoque le gommage et se met en tête de l'arrêter. Lors de la 100e année monolithe à Lumière, des citoyens commencent à organiser une mission de recherche et de sauvetage vers le continent pour essayer de retrouver les personnes déplacées par la fracture.
Cette toute première mission vers le continent est appelée l'Expédition 0. Ainsi, Renoir Pain et Verseau Pain rejoignent cette expédition, car ils veulent retrouver Aline, Renoir Pain étant nommé commandant. Simon, l'amant de Cléa Pinte, part également avec eux. L'expédition 0 se met donc en route vers le continent. À un moment de l'année, la Cléa du monde réel, n'aimant pas cette création d'Aline qui lui ressemble, décide de repeindre la Cléa Pinte. Et bon, dit comme ça c'est un peu technique, mais en gros ce processus retire à la Cléa Pinte son libre arbitre, et Cléa l'imprègne de la capacité à créer des névrons. Cléa enferme ensuite la Cléa Pinte dans un lieu appelé le manoir volant, où celle-ci crée sans cesse des névrons pour pouvoir aider Renoir. Pendant le voyage de l'expédition 0 à travers le continent, Simon est à un moment donné séparé du groupe. Il rencontre Cléa, qui se fait passer pour Cléa Pinte, et elle lui confère un immense pouvoir. Elle lui ordonne d'aller au monolithe et de vaincre la peintresse, parce que cela ferait disparaître Aline de la toile, ce qu'elle souhaite. Comme Simon croit que Cléa est en réalité la Cléa Pinte, celle dont il est amoureux, il la croit, et grâce à sa nouvelle puissance, Simon tue l'Axon qui réside à Vieille Lumière. On peut voir le cadavre de cet Axon ainsi que les épées de Simon éparpillées dans la région, sur la carte du monde. En utilisant ensuite le chroma de l'Axon, il parvient à franchir la barrière et à entrer dans le monolithe. Il y rencontre Aline et apprend d'elle la vérité sur le monde, ainsi que le fait que Renoir est en réalité celui qui provoque le gommage. Vaincre Renoir permettrait ainsi de sauver la peintresse. Avec ces informations, Simon accepte de se battre contre lui. Avec l'aide d'Aline, il descend le monolithe pour affronter Renoir. Le truc c'est que Renoir est beaucoup trop puissant pour que Simon puisse le vaincre, et son corps comme son esprit se brise. Il reste ainsi coincé au fond du monolithe. Ces épées, elles ressemblent à celles de la Vieille Lumière. Ah, c'est donc lui qui a vaincu l'Axon. Simon. Tu le connais? C'est un vieil ami à moi. Lui aussi était dans l'expédition 0. Il a disparu et je croyais... On dirait qu'il a rencontré Cléa. Je vais t'offrir le repos, mon ami. Pendant ce temps, Verseau Pain et Renoir Pain et le reste de l'expédition 0 atteignent le monolithe à un autre moment que Simon. À la barrière, ils rencontrent Cléa qui les attendait. Et c'est là qu'elle révèle la vérité. Parmi l'une d'elles, la triste complexité de l'existence de Verseau. Pour la faire simple, son âme n'est qu'un fragment d'une existence qu'on ne veut pas oublier. L'idée qu'on se fait d'une personne. Il représente absolument tout sans n'être rien de plus qu'une idée dénuée de raison propre. Il représente le deuil viscéral de sa mère qui ne voulait pas perdre son garçon, piégé dans une existence où il n'est qu'une mauvaise blague. Une copie qui, au fil des années, s'est forgé sa propre personnalité de par son vécu, qui nourrit alors ses propres ambitions. Même constat pour Renoir, bien que différent dans certaines nuances. Ils apprennent alors que le monde n'est qu'une toile et que le Renoir du monde réel est à l'origine de la fracture pour sauver sa femme d'une fin tragique. Femme qui n'est autre que leur peintresse enfermée ici depuis la fracture. Cléa leur explique aussi en détail le fonctionnement des peintres et de la chroma. Après avoir révélé la vérité, Cléa tente de détruire l'expédition 0. Cependant, elle échoue. Car Renoir Pain et Verseau Pain ont été rendus immortels par Aline. Aucun membre peint de la famille d'Aline ne peut être tué, vieillir jusqu'à la mort ou être effacé par le gommage. Le reste de l'expédition 0 en revanche ne survit pas à l'attaque de Cléa. Verseau Pain et Renoir Pain retournent alors à Lumière. Entre l'expédition 0 et l'année monolithe numéro 84, à leur retour à Lumière, Verseau Pain et Renoir Pain essaient d'expliquer à la population que la peintresse cherche en réalité à les protéger du gommage. Mais personne ne les croit. Ils sont vus avec suspicion car ils sont les seuls survivants de l'expédition 0 et n'ont aucune blessure, grâce à leur immortalité. Un combat a lieu plus tard au cours duquel Julie voit Verseau être mortellement blessé, puis le retrouve plus tard complètement guéri. Ce qui révèle son pouvoir de régénération immortelle. Cela la convainc que Verseau lui ment. Une nuit, elle et plusieurs autres personnes tentent une embuscade à Verseau Pain. Il l'enlève, l'interroge, le soupçonne de trahison. Mais Verseau Pain et Renoir Pain sont alors forcés de tuer Julie et son groupe. Je tiens quand même à rappeler que Julie s'était un petit peu présentée comme un amour de jeunesse ou tout du moins une forme de romance. Il a été littéralement obligé de la tuer.
Le début de son immortalité n'a rien de réjouissant. Et ensuite, il décide de fuir Lumière avec Alicia Pinte et commence à vivre sur le continent. Après avoir quitté Lumière, Renoir Pin décide de protéger la peintresse et par extension de préserver le monde de la toile aussi longtemps que possible. Dans ce but, il se met à tuer tous les expéditionnaires, ce qui permet de renvoyer à Aline la chroma des humains qu'il tue. Versopin accepte d'abord ce plan, mais finit par s'y opposer. Il est lassé du conflit, il décide de s'éloigner de sa famille et part vivre des aventures à travers le continent pendant plusieurs décennies. C'est durant cette période qu'il rencontre Esquier et Monoko, et se lie d'amitié avec eux. Tous deux connaissent la véritable nature du monde puisqu'ils ont été créés par Verso, et non par Aline. Aucune nouvelle expédition n'est envoyée vers le continent avant l'année monolithe numéro 84. C'est pendant cette année-là que les expéditions sont réétablies. L'expédition 84 prévoit de suivre les traces de l'expédition 0, mais elle échoue inévitablement. Vous imaginez, pendant 16 ans, vous envoyez personne sur le continent, et la seule équipe que vous envoyez ne revient tout simplement pas. Il y a de quoi être démotivé. Et pourtant, on se rapproche d'une année assez exceptionnelle. Et c'est ainsi que, lors de l'année 60 monolithe, on retrouve les gigachads de l'expédition 60. Ne croyant qu'au véritable pouvoir des muscles, ils parviennent à atteindre le monolithe. Petit détail, ils sont sans vêtements et sans aucun équipement. Ils ne comptent littéralement que sur la force de leur corps sculpté. Ils réussissent à percer la barrière qui entoure le monolithe, c'est vraiment un exploit, et ils découvrent alors la vérité sur le monde et tentent de nager jusqu'à Lumière pour en révéler la réalité à tous. Malheureusement, ils n'y parviennent pas avant le gommage. En année monolithe 49, dans le monde réel, Cléa décide de quitter la toile car elle veut concentrer son énergie sur le combat contre les écrivains, responsables de la mort de Verso, je le rappelle. Elle demande à Alicia, qui se remet encore de l'incendie, d'entrer dans la toile pour aider Renoir à faire sortir Aline, afin qu'ils puissent tous les deux aider Cléa dans sa guerre contre les écrivains. Alicia accepte, mais avant d'entrer, elle cache la toile afin qu'Aline ne puisse plus y retourner si elle en est expulsée. Cléa reconnaît que c'est une bonne idée, mais qu'Aline finira tout de même par retrouver la toile tôt ou tard. Alicia entre ensuite dans la toile, cependant elle n'arrive pas à contrôler correctement son chroma, et se retrouve submergée par celui d'Aline. Elle est alors repeinte dans le monde de la toile sans ses souvenirs. Elle renaît à Lumière sous le nom de Maëlle. Cléa revient brièvement dans la toile et informe Versopin de la nouvelle identité d'Alicia, lui demandant de veiller sur elle. Versopin accepte et retourne périodiquement à Lumière au fil de la vie de Maëlle pour s'assurer de sa sécurité. La suite de la chronologie se poursuit ensuite entre différentes années monolithes. Entre l'année 49 et l'année 33, à ce stade, la culture de Lumière a changé, car l'espérance de vie des humains a tellement diminué que les enfants commencent leur apprentissage dès l'âge de 6 ans, et fondent une famille dès l'âge de 15 ans. Les parents de Maëlle sont quant à eux gommés lors de l'année 46. Maëlle se retrouve ainsi orpheline. Elle passe les années suivantes à changer de famille d'accueil plusieurs fois. C'est pendant cette période que les autres personnages principaux du jeu deviennent adultes. Gustave devient ingénieur et travaille à l'amélioration des infrastructures de Lumière. Il commence aussi à développer un appareil appelé le convertisseur de Lumina, avec l'aide de Lune qui est également scientifique. Lune et Ciel se rencontrent le premier jour de l'année monolithe 45, après le gommage. C'est ce jour-là que le père de Ciel est gommé, et que Lune apprend que l'expédition de ses parents a échoué, à arrêter la peintresse. Elle se rapproche à travers leur chagrin commun, mais ensuite Lune coupe les ponts avec Ciel pour se consacrer entièrement à la recherche sur les expéditions. Pendant cette période, plusieurs relations entre les personnages principaux changent également. Gustave commence une relation amoureuse avec une femme nommée Sophie, qui est aussi une amie de Ciel. Cependant, la relation entre Gustave et Sophie prend fin lors de l'année 37, car ils ne sont pas d'accord sur le fait d'avoir des enfants dans un monde presque condamné. C'est aussi à cette période que Maëlle est placée sous la tutelle de Gustave et de sa sœur Emma. Gustave développe un lien très fort avec Maëlle, à la fois fraternel et paternel. Il prend également plusieurs apprentis parmi les orphelins de Lumière, afin de s'assurer que ses connaissances perdureront après son gommage. Comme vous le savez, Gustave ne meurt pas du gommage, ce qui n'enlève rien au côté dramatique de sa mort, et comme je suis un tout petit peu sadique, je vous la remets juste pour le plaisir. Ah, année monolithe numéro 33. Nous arrivons maintenant aux événements du jeu. À ce moment-là, la plupart des citoyens de Lumière ont perdu espoir quant au succès des expéditions. Les expéditions comptent naturellement beaucoup moins de volontaires, la majorité étant des personnes à 1 an seulement de leur gommage. Le jour du gommage de l'année 33, Gustave et Sophie réaffirment leurs sentiments l'un pour l'autre, avant que Sophie et toutes les autres personnes de son âge ne soient gommées. L'expédition 33 est formée, et part pour le continent. Maëlle, qui a désormais 16 ans, n'a toujours pas retrouvé la mémoire de sa vie en tant qu'Alicien.
Elle rejoint cette expédition malgré un gommage prévu dans 9 ans, car elle a le désir d'explorer le monde et ne supporte pas l'idée de rester sans rien faire à Lumière. Et là vous êtes en train de vous dire, il reste encore la moitié de la vidéo quasiment, de quoi il va nous parler, parce qu'on est littéralement arrivé au début de l'aventure de Clair Obscur Expédition 33, et la première partie de la vidéo était là pour vous recontextualiser l'histoire du monde avant les événements que nous connaissons, mais la suite elle est bien plus intéressante. On va commencer à essayer de réfléchir ensemble. Que veut-on dire quand on affirme avoir mis toute notre âme dans quelque chose ? C'est une expression qu'on utilise assez souvent, mais l'âme elle est une notion un petit peu plus compliquée à définir. Même dans un monde où elle est une réalité tangible. Bon, là vous êtes en train de vous dire, le mec il a pété un câble de quoi il nous parle, je vous rassure, j'y arrive. La fin de Clair Obscur nous confronte à des questions épineuses, mais pour vraiment la comprendre, il faut d'abord se poser des questions plus difficiles encore. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Si nous le faisons, nous n'arriverons pas seulement à une réponse, mais à toute une histoire cachée au sein du cœur du monde d'Expédition 33. Alors faites-moi confiance, il est temps de parler de la fin de Clair Obscur. La fin de l'expédition 33 est dramatique, émouvante et franchement choquante. Non seulement on doit choisir entre Maël et Verso, mais les deux fins sont tragiques à leur manière, et celle vers laquelle le jeu veut nous pousser pendant la majeure partie de l'histoire est cinématographiquement parlant, la plus dérangeante des deux. Après avoir terminé le jeu à l'aveugle, je me suis autorisé à aller voir en ligne ce que les autres en disaient, et les avis sur la fin sont extrêmement polarisés. D'un côté, beaucoup soulignent que les gens à l'intérieur du tableau peuvent penser et ressentir, et ainsi effacer le tableau reviendrait en quelque sorte à faire un génocide. De l'autre, le tableau peut devenir une forme d'évasion autodestructrice, donc la fin de Verso semble plus saine sur cet aspect-là, au moins pour Maël et Aline. Les défenseurs de la fin de Verso soulignent souvent que les gens dans le tableau ne sont pas réels, et qu'effacer le tableau n'a donc aucun poids moral. Nous concernant, nous allons suivre une troisième voie, et ce n'est pas juste un compromis. Pour y parvenir, il va falloir prendre en compte à la fois des détails subtils et les grands thèmes du jeu, mais d'abord, parlons de la fin en elle-même. Le dernier acte d'Expédition 33 commence par une révélation majeure. Toute l'histoire jusqu'ici se déroulait à l'intérieur d'un tableau. Bonne nouvelle, on a déjà tout expliqué juste avant. Plutôt pratique. Ce qui me permet de rapidement passer à l'allégorie créative qui est ici extrêmement transparente. On apprend qu'Alicia a fait confiance aux écrivains. Et qu'en conséquence, elle a non seulement été brûlée, mais a aussi perdu sa voix. Vous imaginez le nombre d'artistes qui doivent se sentir ainsi en travaillant sur des projets d'envergure ? Quoi qu'il en soit, l'acte 3 nous donne la possibilité de progresser vers Lumière et de résoudre l'intrigue du jeu immédiatement, ou dès qu'on se sent prêt. Une fois qu'on s'y engage, il y a un crescendo dramatique de musique et d'action, qui nous propulse vers une confrontation épique avec Renoir pour protéger le monde du tableau. Mais après cette grande bataille, l'héroïsme laisse place à un conflit trouble de besoins personnels et d'ambiguïté morale. Renoir révèle ainsi que rester trop longtemps dans le tableau rendra Aline et Alicia malades, et finira tout simplement par les tuer. Maël rétorque qu'effacer le tableau effacerait non seulement les gens qui y vivent, mais aussi les derniers vestiges de l'âme de Verso. Le Versopin comprend que Maël ne choisira jamais de partir. C'est pourquoi il décide de prendre la place de Renoir en tant qu'homme qui tente d'effacer le tableau. Il se passe énormément de choses ici, et la façon dont nous percevons cette décision finale à propos de l'effacement du tableau dépendra en grande partie du récit qui résonne le plus avec nous. Chaque personnage présente une motivation sympathique, voire vertueuse pour ses actions, ce qui est déjà un exploit d'écriture en soi. Et pourtant, l'histoire rend clair que chacune de ces motivations est un mensonge. Un mensonge qui est là pour protéger la vérité. Maël se présente comme la championne du monde peint, une défenseur à la fois des gens dans le tableau et du dernier vestige de l'âme de son frère. Son moteur le plus puissant, cependant, ça reste bel et bien le désir de fuir la réalité comme Aline l'a fait auparavant. Dans la toile, elle a non seulement une voix, mais aussi un sentiment de mission héroïque plutôt que la culpabilité sans espoir qu'elle éprouve dans le monde extérieur. Ce fait est mis en lumière par Verso, qui à son tour présente sa décision comme un sacrifice de soi pour le bien de Maël. En mettant fin à sa propre existence et à celle du tableau, Verso offre à Alicia et à toute la famille des cendres une chance de guérir et d'avancer. Mais là encore, la vraie motivation de Verso est égoïste. Il souhaite mourir, et même dans ce cas, les raisons pour lesquelles il souhaite mourir sont multiples. Il se décrit comme fatigué, épuisé d'avoir vu tout le monde autour de lui mourir. Mais sa mélancolie va plus loin. Il est conscient du fait qu'il est peint. De plus, il sait qu'il est un portrait du chagrin, une imitation d'une personne perdue. Il en est venu à comprendre que son existence contre nature est la source de toute la souffrance qui l'entoure, et il y a un problème plus profond encore. Verso est le portrait d'un homme qui s'est sacrifié pour sauver sa sœur, donc confronté à la même option, il est peut-être tout simplement incapable de choisir un autre destin. Et même s'il n'y a que deux fins, on trouve bien plus d'histoires personnelles aux motivations entremêlées. Il y a Renoir, qui essaie de sauver sa famille d'un fantasme d'évasion addictive. Et pourtant, lui aussi a une motivation bien plus profonde, mise en avant de manière un peu maladroite par Maël, mais exprimée plus élégamment dans ses propres mots. Renoir nous dit que s'il peint, c'est pour éprouver un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Et il est difficile d'imaginer une situation qui puisse le rendre plus impuissant que la mort de son fils,
et la disparition de sa femme dans un monde peint pour faire son deuil seul. Pour Renoir, reprendre le contrôle et essayer de réparer la situation est son expression du chagrin, tout autant que le tableau lui-même est celui d'Aline. Et pour ne laisser aucun descendre de côté, on peut raisonnablement faire une supposition similaire à propos de Cléa. Bien qu'elle soit la peintre que l'on voit le moins, on peut déduire de ses interactions avec Maël qu'elle se concentre sur la guerre contre les écrivains. On l'a vu plus tôt dans le lore. Ainsi, elle considère le conflit dans lequel le reste de sa famille est impliqué comme une distraction inutile. Là aussi, c'est du chagrin. La façon dont Cléa répond à la perte, c'est de se perdre dans une tâche pour prouver qu'elle est au-dessus de la fragilité qui consume ceux qui l'entourent. Et on a même un aperçu de la véritable nature de ses peurs en suivant la quête du Névron blanc, et en découvrant ses créations imparfaites. Elle n'essaie pas de corriger ni même de défaire ses imperfections, mais refuse simplement de les reconnaître. C'est probablement le reflet de la manière dont elle gère ses propres imperfections, et cela aide à expliquer pourquoi elle a tant de mal à composer avec celle de sa famille. La vérité masquée par le récit personnel de chaque personnage est la même, le deuil sur le plan intime. Je ne pense pas que l'une ou l'autre fin soit censée être la bonne fin. Les deux sont plutôt en dialogue l'une avec l'autre. Cependant, ce constat seul ne suffira sans doute pas à apaiser les joueurs qui s'attachent fortement à une seule fin, car les questions morales en jeu semblent toujours dépasser les préoccupations personnelles. Pour y répondre, nous devons mieux comprendre la nature de la toile. Avant d'atteindre la fin d'Expédition 33, j'ai remarqué quelque chose que j'avais presque oublié au moment de la fin. Le jeu crée une série de parallèles entre certains personnages et certaines idées. Et je me rappelle m'être rendu compte que Maël et Alicia étaient clairement deux représentations de la même personne avant même les révélations. Jusque-là, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Mais il y avait d'autres parallèles tout aussi évidents que j'attendais que le jeu rende explicite avant la fin. Par exemple, prenons Gustave et Verso. Ce n'est un secret pour personne que Gustave est devenu le frère de substitution de Maël. Et le fait que Verso le remplace dans l'équipe met en évidence ce rôle. Mais ce n'est que le point de départ de leur similitude. Ils manient les mêmes armes et la moitié des capacités de Gustave sont partagées avec Verso, même si certaines d'entre elles correspondent thématiquement à l'histoire de Verso et non à celle de Gustave. On peut même trouver les cheveux de Gustave pour Verso. Bon, ça je pense que c'est juste un élément de gameplay. Mais le parallèle le plus remarquable est peut-être qu'ils mentent tous les deux sur leur volonté de survivre. Regardez, Gustave il se sacrifie pour sauver Maël, tout comme Verso cherche à le faire à la fin du jeu. Et tout comme le Verso original l'a fait pour Alicia avant le début de l'histoire. En effet, le Verso que nous rencontrons est une représentation de ce Verso original. Et sa tendance au sacrifice de soi est peut-être simplement la façon dont il a été peint. Parce que c'est ainsi qu'Aline le voyait. Le fait que Gustave est lui aussi peint par Aline pose alors la question de la similitude avec Verso. Nous apprenons que Maël est une peintresse, et en réalité elle l'a toujours été depuis le début de l'histoire, elle n'en avait tout simplement pas conscience. Il est donc possible qu'elle ait influencé le monde qui l'entoure de manière subconsciente. Autrement, on peut remarquer qu'il existe une représentation de la tombe de Gustave dans le monolithe. Il s'agit de l'atelier d'Aline, l'espace dans lequel elle est piégée et à partir duquel elle interagit avec le reste de la toile. Pourquoi y trouve-t-on une représentation de la tombe de Gustave ? Soit les peintures qu'Aline réalise ici influencent le reste de la toile, soit les événements du reste de la toile influencent ce qu'il se passe ici. Le jeu nous donne une description évocatrice de l'art de la part de Renoir, à deux reprises en fait. Une fois dans un souvenir et une fois dans la bouche du gardien des masques. Si elle triomphe de l'action en réalisant qu'elle aussi est un masque, et cela la libère du contrôle du gardien. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour elle, d'être un masque ? Nous avons déjà attiré l'attention sur les parallèles entre Verso et Gustave, mais on peut nuancer cela à partir de quelques lignes de Maël. Pensez à ce qu'elle dit à la tombe de Gustave. Tu pouvais pas m'attendre, hein ? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord ? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille. À bientôt. Dans une prochaine vie.
Cette tournure pour moi revient souvent dans les dialogues et souligne l'aspect subjectif de l'identité qui façonne le jeu. Nous ne rencontrons jamais le Verso original, nous ne pouvons qu'apprendre ce qu'il était pour Aline et Alicia. Gustave était à la fois un frère et un père pour Maël, un Renoir et un Verso de substitution au sein de la famille de substitution. Bon, je sais c'est un peu compliqué mais faut suivre. Tout ça pour dire que plus on y réfléchit, plus on se rend compte que tous les membres du groupe semblent étrangement bien correspondre à leur rôle dans une famille de remplacement. Prenons Lune, elle est plus concentrée sur la mission que quiconque, au point de paraître froide et distante par moments. Son nom évoque la lumière de la lune, souvent décrite comme froide. Et devinez quoi, nous sommes à l'intérieur d'un tableau, donc utiliser le mot froid pour qualifier une couleur est aussi littéral que métaphorique. Quoi qu'il en soit, si Gustave est un frère de substitution pour Maël, alors Lune est une sœur de substitution. Et il est frappant de constater à quel point sa personnalité rappelle celle de la véritable sœur d'Alicia, Cléa, une autre perfectionniste qui se perd elle aussi dans une tâche pour éviter de faire face à ses émotions. En comparaison, si elle adopte vite un comportement maternel envers Maël, et nous finissons par apprendre que Ciel elle-même est en deuil de la perte d'un enfant. Et tout comme Aline, décidément, le jeu est vraiment bien écrit. Ce fait est même évoqué par Renoir à la fin du jeu. Peut-être que pour lui, c'est la seule chose que Ciel est, une représentation de mère et d'épouse en deuil. Et pour compléter cette famille, nous avons même le chien de la famille, incarné par un gestral poilu obsédé par les pieds, nommé Monoko. Vous pourriez penser que Monoko ressemble davantage à un singe qu'à un chien, mais considérez ce dialogue avec Verso où il se demande s'il est loyal parce que c'est le trait principal avec lequel il a été peint. On ne sait pas clairement dans quelle mesure cette nouvelle famille a été peinte par Maël ou par Aline, ou si une force discrète dans le monde agit comme une sorte de destin. On pourrait aussi penser que c'est tout simplement les développeurs, qui finiraient par rassembler des personnes autour de Maël, de manière à lui permettre de rejouer sans cesse ses propres souvenirs et traumatismes. Mais il ne fait aucun doute que ces parallèles vont au-delà de la simple coïncidence. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment pour l'histoire dans son ensemble? Je pense que c'est une erreur de dire simplement que les habitants du tableau sont faux, et qu'ils n'ont donc aucune importance. C'est l'attitude de Cléa et de Renoir. Et je crois qu'ils minimisent l'importance de la toile, parce que leur réponse au chagrin consiste à s'agripper au contrôle plutôt qu'à s'autoriser à ressentir. Néanmoins, les habitants de la toile ne sont pas vraiment des personnes indépendantes qui auraient été créées par des peintres quasi divins. Ce sont des fragments des peintres eux-mêmes. Et cela devient encore plus vrai à mesure que vous investissez davantage de vous-même dans une œuvre d'art. En construisant et développant un monde, qu'il soit fait de peinture, de mots ou de code informatique, il prend de plus en plus de vie. Et ce faisant, le spectateur peut commencer à se voir en lui. Non seulement à s'attacher au personnage, mais aussi à relier la fiction à sa propre expérience pour lui donner du sens. Et si une œuvre porte la marque claire d'une intention créative, alors à travers elle, on peut aussi entrevoir le cœur de ses créateurs. C'est ce que Renoir veut dire lorsqu'il affirme que l'art est à la fois une fenêtre et un miroir. La couche superficielle de l'histoire, le masque, n'est pas l'endroit où se produit la magie la plus enivrante de l'art. Non, l'art et les histoires ne peuvent être magiques que parce qu'ils sont faits d'âme humaine. Expédition 33 parle d'art, et le fragment de l'âme de Verso que nous rencontrons est l'effet secondaire inévitable de la création. Une impression, des sentiments et des souvenirs d'un jeune garçon, à jamais inscrit dans sa peinture. Avec tout ce contexte en tête, revenons une dernière fois à la fin du jeu pour y réfléchir à nouveau. Il y a une particularité intéressante dans l'acte 3 que j'ai évoqué au début, à savoir que l'on peut choisir d'aller directement à lumière et de conclure le jeu quand on veut. Imaginez que vous soyez déterminé à éviter les spoilers et à jouer le jeu à l'aveugle, mais que lors de votre première partie vous alliez directement à lumière. Que vous boucliez l'histoire et que vous choisissiez la fin de Maël. C'est une belle histoire, mais avec Verso qui implore la mort et le plan final dramatique du visage de Maël en train de se noyer dans la peinture. Vous restez malgré tout avec ce malaise, l'impression de ne pas avoir obtenu la vraie fin. C'est un mécanisme assez courant dans les jeux. Vous pensez donc à un New Game Plus ou une nouvelle sauvegarde où vous revenez simplement à votre sauvegarde d'avant, et vous explorez. Cette fois, vous fouillez tous les recoins, et surtout les ennemis chromatiques, ces combats difficiles dans lesquels ça vaut le coup de se perdre un moment. Et à un certain point, vous réalisez que c'est exactement ce que signifie chromatique, dans le contexte de ce monde. Après tout, il s'agit d'un tableau, donc un ennemi chromatique se trouve là où la peinture est la plus épaisse, là où aucune lumière n'atteint la toile, là où l'on peut perdre de vue le monde extérieur, et se laisser totalement absorber par le drame de votre affrontement avec un adversaire redoutable. Vous trouvez des moments de comédie, des moments de mélancolie et même des moments de sérénité, mais la plupart du temps, vous vous enfoncez de plus en plus loin à la recherche des défis les plus grands. Des défis qui deviennent de plus en plus rares à mesure que vos personnages deviennent plus puissants. Vous finissez par atteindre la tour sans fin où Cléa vous demande si vous vous amusez encore. Elle dit que de toute façon, ça ne fait aucune différence pour elle. Finalement, vous battez Golgra, vous vainquez le terrible serpent dans le ciel et même ce géant qui marche dans l'eau et qui vous terrifie au début du jeu. Et à un moment donné, vous commencez à éprouver une sorte d'angoisse à l'idée d'épuiser toutes les choses à découvrir. Vous réalisez quelque part en chemin qu'il n'y a pas de vraie fin, et que ce que vous faites réellement c'est simplement éviter la fin du jeu.
Après tout, comme Maël, nous voulons juste passer un peu plus de temps dans ce monde. Alors vous trouvez votre chemin jusqu'aux coins les plus sombres et les plus reculés. Et même là, vos personnages commencent à être un peu trop puissants. Clair Obscur Expédition 33 vous donne tous les outils pour vous perdre dans la toile. Il vous offre une histoire riche avec des personnages d'autant plus riches. Mais la raison pour laquelle il nous semble si important, c'est que nous passons du temps à investir une partie de nous-mêmes en eux. L'histoire d'Alicia qui perd sa voix reflète métaphoriquement l'expérience de nombreux créateurs. Mais reflète probablement aussi nos propres expériences, que nous vivons ou non avec un handicap évident. Les représentations de la perte et du désir résonnent en nous parce que nous savons ce que sont la perte et le désir. Et la fiction entre en harmonie avec nos propres âmes pour devenir, brièvement, autre chose. Et après avoir plongé profondément dans les parties chromatiques et obscures de l'œuvre, nous remontons peu à peu à la surface et nous trouvons la clarté. Alors, lorsqu'on approche à nouveau de la fin, on est confronté à une question. Est-il temps d'arrêter de peindre ? À ce stade, nous comprenons que la question ne porte pas vraiment sur Verso, ni sur Maël, ni sur Lumière. Elle parle de nous. Si nous le voulons, nous pouvons relancer le jeu. Nous pouvons choisir de rester un peu plus longtemps dans la toile tout en sachant que nous ne faisons que retarder l'inévitable. Il n'y a pas de bonne fin dans Clair Obscur Expédition 33, parce que les fins n'existent pas de manière isolée. Elles font toutes deux partie d'une histoire complète, et ce n'est pas une histoire sur de grandes décisions morales mais sur des décisions personnelles. C'est une histoire sur le fait de se perdre, puis de se retrouver au même endroit où l'on s'est perdu. Vous devriez vous soucier des gens dans le tableau, vous devriez vous autoriser à vous perdre dans l'art, mais lorsque vous arrêtez de peindre, vous n'êtes pas en train d'oublier tous les gens que vous avez peints. Vous vous rappelez qu'ils sont vous. Vous ne les perdez pas, parce que vous ne le pouvez pas. Et un jour, quand vous serez prêt, il sera temps de recommencer à peindre.